2 secondes, je finis ma page. Ces jeunes qui ont toujours besoin d'avoir un montage dynamique en cutant tous les blancs et tout. Finis ma page, mets mon marque-page. Salut à toutes et à tous. Oui, je dis bonjour ce coup-ci, je suis plutôt de bonne humeur. J'ai eu une assez bonne journée au taf, mais ça on s'en fout. Pourquoi je suis de bonne humeur? Thomas Sirix vient de relâcher la 3e partie de sa série de vidéos YouTube L'envers du décor. Et cette 3e partie se concentre sur les jeux d'influence entre vidéastes et influenceurs. Évidemment, extrêmement important. Je vous inviterai à regarder la première partie et la seconde partie pour comprendre le contexte de pourquoi il s'est mis à écrire ça sur son blog. C'est extrêmement pertinent et son son de cloche est extrêmement bienvenu, même s'il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais on s'en doutait !» C'est toujours bon de le savoir, et il y a pas mal d'anecdotes qui rentrent en résonance avec d'autres anecdotes, et au final, s'il y a des anecdotes qui rentrent en résonance avec d'autres anecdotes, ça devient des occurrences, et s'il y a de plus en plus d'occurrences, ça devient des clichés, voire des habitudes, et ça dépeint une réalité assez triste du milieu des influenceurs, des youtubeurs, des streamers, de ce jeu d'influence. Évidemment, c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a un peu de gris dans le tas. Lui, il dénonce surtout ce côté un peu plus ténébreux, mais il n'oublie pas également qu'il y a aussi des bons côtés. Ce qui est assez intéressant dans cette partie 3, c'est que c'est beaucoup plus personnel, il revient beaucoup plus en détail, sans vraiment le citer, autour de Voxmaker, je vais pas y arriver, autour de Voxmaker, et il y a pas mal de petites choses croustillantes. Donc vous avez un paquet de chips, des bols de céréales, du popcorn, ce que vous voulez. C'est le moment de le sortir, il y a pas mal de choses à dire. Alors, comme j'ai déjà dit, ratez pas les 2 premières, il faut que je pense à les mettre d'ailleurs dans la description, tout simplement. Thomas Sirix balance sur l'envers du décor, et Thomas Sirix balance sur ses faux amis. Voilà, balance sur l'envers du décor des youtubeurs, et balance sur ses faux amis du YouTube Game, round 2, et donc c'est le round 3, jeu d'influence, pour la trilogie du samedi. Comme il le dit lui-même, lisez bien la présentation du texte de cette série avant de commencer, c'est très important d'avoir un contexte et les tenants aboutissants de pourquoi il a commencé à faire ça. J'en avais déjà parlé, les relations dans le YouTube Game sont très artificielles, on se fréquente parce qu'on a des abonnés ou parce qu'on aborde les mêmes thèmes. Il n'est pas rare d'y voir des gens aux idées diamétralement opposées se faire de grandes embrassades en public. Ce serait une forme de talent, si ce n'était pas si ridicule et surjoué. AstronoGeek en avait un peu parlé dans une FAQ il n'y a pas si longtemps que ça, et aussi j'ai failli faire une vidéo, ça m'y fait penser que maintenant, il pensait à faire une FAQ de presque 2 heures, je crois. Et à un moment, il parle de l'état actuel de YouTube, et il était assez acide et triste de l'état de YouTube et des ponts qui ont été coupés sans trop comprendre pourquoi on lui a fait la tête, et du jour au lendemain, on lui a plus adressé la parole, alors qu'ils étaient plutôt cool. C'était assez intéressant. Mais malheureusement, maintenant, la vidéo est vieille, et je sais même pas si je pourrais la retrouver, mais si vous l'avez vue, vous savez de quoi je parle. Le simple fait d'être en contact avec un vidéaste influent est déjà considéré comme une réussite en soi. Beaucoup de gens courent après la lumière. Il y a donc une demande, et de l'autre côté, les plus gros influenceurs ont un temps limité et des choix à faire sur leurs relations. Ce qui peut définir une offre. Clairement, tu peux pas... Même moi, alors, il y en a, ils me considèrent comme influenceur depuis que j'ai dépassé les 50 000 ou 60 000 abonnés. Moi, je me considère absolument pas comme influenceur, ni gros vidéaste. Mais par contre, la gestion du temps, oh putain, c'est le nombre de MP, de commentaires que tu reçois, tu peux plus donner le même temps à tout le monde, et tu vas un peu au shotgun. Toi je vais te lire, toi je vais pas te lire. Au bout d'un moment, c'est un peu la tristesse de ce côté-là, évidemment. Et encore, je reste assez petit quand tu vois, parce que Thomas Sirix, et au travers des Voxmakers, il me semble qu'ils ont tutoyé les 600 000 abonnés. Donc t'imagines la violentitude volumétrique de tout le bordel. Offre, demande, et voilà un marché, et pas n'importe lequel, un marché d'influence. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a longtemps, un vidéaste a réalisé une vidéo sur commande d'un gros influenceur. Le prix,
Il nous avait semblé déplacé d'en parler de prime abord, mais quand, après avoir commencé le travail, nous l'avions évoqué, voilà en substance la réponse que nous avions obtenue. Avec toute la visibilité que je vais te donner, tu voudrais quand même pas que je te paye? Alors, évidemment, l'erreur cliché de Thomas, ou du groupe, je sais pas de qui il parle, mais ils ont commencé le boulot avant de parler de ça. Donc, tu fais le devis avant, après. Tu fais pas le devis après, c'est pas un garagiste. Voilà, ma petite dame, je vous ai changé 3 bougies, ça fait 400 €. Non. Alors c'est sûr que tout ce que tu peux faire, c'est te la mordre et te la mettre sur l'oreille pour la fumer plus tard, quoi. Mais c'est triste. Mais je comprends. C'est aussi pas bien du côté évidemment du vidéaste. Ce style d'anecdote fait fureur sur la toile car être payé en visibilité, c'est le mal, c'est l'exploitation. Parfois oui, c'est vrai, mais je serai plus modéré sur la question et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis parfaitement conscient qu'il est dans l'air du temps de se plaindre des services payés en visibilité, mais il ne faut pas tout confondre. Quand une immense société qui a les reins solides use volontairement de son influence pour exploiter le travail d'un artiste sans le rémunérer, c'est dérangeant et je le comprends. Mais la plupart des influenceurs ont des moyens, mais qui restent limités. N'oublions pas que tout ce monde repose sur des promesses, des hypothèses de croyances, toujours plus loin, toujours plus haut. Aussi, un influenceur qui partage sa visibilité avec un tiers n'a peut-être réellement que cela à offrir. C'est aussi là où tout le bordel de pigeons gratuits qui sait pas faire la différence entre une super structure, super société et un vidéaste qui a juste 40 abonnés et il va l'engueuler de la même façon parce qu'il demande une bannière gratuite. Gros dossier pigeon gratuit, si vous passez par là, je vous invite. Je sais même plus écrire pigeon. Il y a un E dans le tas qui traîne et qui est dégueulasse. Voilà. Que je vous invite vraiment à regarder. Alors elle fait 3h10, hein. On est plus dans les dossiers de l'écran. Autopsie d'un pigeon gratuit, je vous invite à regarder, je la mettrai dans les commentaires, parce que on rejoint un peu cette histoire-là. Et pour avoir baigné dans le milieu pendant près d'une décennie, je vous garantis que beaucoup doivent tout leur démarrage de leur carrière de vidéaste précisément à des partenariats de visibilité, voire leur couple, mais bon, ça fait bref. Il avait parlé dans la seconde partie de ces gens qui se mettent en couple avec des influenceurs, et une fois qu'ils sont assez influenceurs eux-mêmes, bye bye. Ne jetons pas la pierre trop vite, et comme je l'ai dit souvent, ne cédons pas à l'émotion et gardons du discernement. Si ma carrière n'avait pas été fichue en l'air, je n'aurais pas du tout été comme un partenariat de visibilité avec un énorme influenceur. Cela arrange tout le monde. Les influenceurs gagnent de l'argent, des pubs de la vidéo sans rien faire, l'invité se fait connaître et se construit une base lui permettant à son tour d'avoir les volumes de vues suffisantes pour s'assurer un revenu. À un moment, souvenez-vous, on a eu y penser strictement sur n'importe quelle chaîne de YouTube Game. Tu pouvais cliquer sur quasiment n'importe quelle chaîne, t'es quasiment sûr d'avoir un caméo d'y penser. Et le public peut découvrir de nouveaux talents. En prime, cela donne une image trop sympa, trop cool du milieu, un genre de gigantesque village où tout le monde se connaîtrait et s'apprécierait. Ce n'est plus YouTube, mais le monde magique de Oui Oui, et tout le monde veut voir ça. Parce qu'on a tous nos problèmes dans la vie, dans le travail, ce qu'on cherche dans le divertissement, c'est d'oublier un peu notre condition, voire de nous faire rêver, ce n'est pas plus mal. Ça c'était pour la thèse. Et maintenant, comment est-ce que tous ces contes de fées pourraient-ils lamentablement déraper? C'est très simple. N'oublions pas que les jeunes qui peuplent ce milieu n'ont pas toujours tous l'éthique et le recul nécessaires pour le préserver. La tentation est grande pour les gros influenceurs de ne plus produire de contenu qualitatif. En effet, pourquoi se fatiguer alors qu'un contenu putassier et superficiel mais bourré de références de culture de masse pour attirer les gosses génère revenus, visibilité et engagement? À partir de là, puisqu'on peut payer en visibilité, pourquoi se priver de déléguer un maximum? On pourrait même imaginer un vidéaste qui ne produirait presque plus de contenu seul, mais se reposerait sur des caméos payés en visibilité. McFly et Carlito. Pas que, mais en termes de guess, on est clairement dans cette payé en visibilité. Public, c'est toi la monnaie d'échange dans tout ça. C'est ton attention qu'on manipule et qui est ainsi revendue et utilisée. Quant à la qualité, elle risque fort de passer après. Après, en même temps, je peux comprendre que tu passes 6 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, des centaines d'heures de montage sur une vidéo quand t'es gros vidéaste et que tu vois qu'elle fait 30 000 vues.
et que t'en fais une autre où tu fais un vieux dessin et tu fais un prout et fait 400 000 vues, pourquoi se faire chier? Il y a qu'à prendre, en fait, il y a qu'à prendre en exemple ma chaîne. Entre guillemets, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est entre guillemets, au moment où je faisais du let's play, du vidéo test, des analyses, enfin vraiment un espèce de contenu entre guillemets travaillé, hein, n'allons pas non plus dans le qualitatif, ma chaîne stagnait. J'ai eu 10 000, 13 000 abonnés pendant 4 ou 5 ans. Au moment où j'ai voulu arrêter ma chaîne, j'ai failli arrêter ma chaîne et je me dis merde, j'ai pas envie d'arrêter ma chaîne, parce que j'y tiens quand même à ma chaîne. On va faire un contenu un peu putaclic et le plus facile possible. Et donc je m'étais posé la question, tiens, j'adore regarder Yangia, j'adore regarder The Quartering, Hill versus Babyface, et plein d'autres, Yellow Flash, et plein d'autres. Je me dis, putain, mais c'est trop simple. Tu prends un article, tu le lis, c'est marre. Zéro montage, zéro boulot, zéro travail à pas rapporter ta personnalité, et c'est marre. Et c'est au moment où j'ai fait ça, où j'ai diminué la qualité des vidéos, le travail autour des vidéos, que ma chaîne a décollé, ironiquement. C'est rigolo. Alors forcément, le putaclic, ça aide énormément. L'invité pourrait lui aussi ne pas jouer le jeu franco, l'hypocrisie servant de porte d'accès à cette visibilité tant désirée. Et j'irai même plus loin, une fois la collaboration réalisée, l'invité a encore un coup à jouer. Un sale coup, mais qui peut rapporter gros. Trahir et dénoncer pour X ou Y raison, fondée ou non, de toute façon peu vérifieront l'influenceur qui l'a fait connaître, créant ainsi de toutes pièces une nouvelle fontaine de visibilité, car oui, on peut réellement surfer sur positif comme le négatif. C'est totalement vrai. Quand tu prends MJ qui dit, Michael J de la chaîne Fermila qui dit « Ouais, de toute façon, toutes les preuves sur internet, va chercher !» et puis qui calomnie ou qui raconte des conneries sur tout le monde et n'importe quoi, les gens ils vont pas aller vérifier. Par contre, ils vont se souvenir, ouais, MJ, il a dit que lui, c'était pas bien, mais que toutes les preuves sont sur Internet, c'est que ça doit être vrai. Ça marche comme ça, malheureusement. Et encore une fois, public, c'est toi qui lis ces lignes, qui est la monnaie d'échange. C'est notre capacité à nous intéresser au drama puéril de ce milieu, et par extension, nos clics, nos abonnements, désabonnements, etc., qui génèrent ce marché de la visibilité négative. C'est totalement les Dalibourdins. On va dire, je suis un user de bad news. Je fais aussi quelques petites bonnes news, mais... clairement, je me suis positionné là-dessus parce que, encore une fois, le putaclic, les gens adorent s'offusquer, s'indigner, et c'est ce qui provoque des commentaires. Quand tu fais des vidéos où tout est gentil, t'as 3-4 commentaires du genre « Ah, c'est cool !» et c'est tout. Et donc, c'est cette offre et demande de négativité qui tend la vapeur dans le mauvais sens, malheureusement. Alors, évidemment, faut pas tout voir du côté noir ni du côté blanc. Faut nuancer tout le bazar. Là, je le contracte pour faire rentrer l'argumentaire et pour vous faire comprendre l'idée. Mais évidemment, si on dilate la chose, c'est un peu plus compliqué que ça et un peu plus complexe, évidemment. J'en étais. Un clash, ça peut parfois rapporter gros. La question étant, est-ce vraiment le milieu vidéo qu'on mérite? Après, il y a aussi le plaisir. Je kiffe les clashs, je kiffe les dramas. Il y a aussi ce plaisir. Il y en a, ils aiment bien avoir des caches péniennes connectées sur leur smartphone. Chacun son délire. Côté public, comme chacun le sait, il est versatile. Il peut tout à fait se prendre d'affection pour les derniers venus et laisser tomber dans l'oubli celui qui les a fait connaître. Et ça, c'est dégueulasse. C'est vieux comme le monde, mais c'est bien normal. Notre attention nous appartient, elle ne devrait pas être monnayée par d'autres. Cela peut également dériver, mais d'une manière inattendue. À force de voir se multiplier les nouveaux visages, il y a une forme de déshumanisation. On zappe de plus en plus et de plus en plus vite. J'ai quelques exemples, je m'en souviendrai plus. Mais par exemple, ma chaîne a stagné à 10 000 abonnés. J'ai d'autres collègues avec qui on faisait des petites vidéos à gauche à droite qui ont explosé. D'un jour au lendemain, j'existais plus. Ouh! Il a plus le temps. Il a plus le temps. Par contre, quand il faut faire des caméos et tout ça, avec une chaîne du même nombre d'abonnés ou voire avec une chaîne de plusieurs milliers d'abonnés, évidemment, il y a du temps. Mais après, on peut pas non plus leur en vouloir. Ils sont tellement dans l'optimisation de leur truc et ils ont tellement de choses à gérer en plus à gauche à droite que forcément, on est zappé. Par contre, et c'est vraiment, évidemment, je parle avec de parenthèses personnelles. Par contre, il y en a, ils m'ont totalement zappé, mais c'est vraiment
pas de leur faute parce qu'ils voulaient vraiment optimiser leur chaîne et travailler, ils sont rentrés dans une autre dynamique qui n'est plus du tout avec ma chaîne. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quand on continue à se rencontrer en IRL, dans des conventions à gauche à droite, on passe des heures et des heures à discuter et tout est génial et tout est beau. C'est ça que je veux aussi vous dire, c'est qu'il n'y a pas tout négatif, il y a vraiment les deux. Et c'est pas parce que c'est un peu comme l'histoire de l'oiseau dans Mon nom et personne. C'est pas parce que quelqu'un te fout dans la merde qu'il te veut forcément du mal. C'est pas parce que quelqu'un t'a oublié qu'il te veut forcément du mal et qu'il s'en fout de ta gueule. C'est pas parce que, et inversement, hein, c'est pas parce que quelqu'un te sauve de la merde qu'il te veut du bien. C'est pas parce que quelqu'un s'intéresse à toi qu'il te veut du bien aussi. Ça marche dans tous les sens du terme. C'est un vrai Kamasutra. On zappe de plus en plus vite. YouTube est un monde bruyant, très bruyant, et où le public disponible augmente moins vite que le nombre de youtubeurs suffisant à le distraire, et disait déjà Diablo X9 en 2006 ou 2007, en disant au bout d'un moment, il y a tellement de youtubeurs que la part du gâteau va forcément se diminuer. C'est ce qu'on vit. Et pour maintenir notre attention, les vidéos se font plus rythmées. Vraiment beaucoup plus rythmées. Pardonnez-moi, mais quand je vois un type qui n'articule plus autant, il parle vite, qui enchaîne les blagues convenues pour limiter le temps de réflexion et maximiser l'attention, j'ai l'impression d'être pris pour un chien. Moi, j'ai pareil, les trucs trop surcutés, trop dynamiques, t'as même pas le temps d'emmagasiner l'information qu'il est déjà 4 phrases plus loin, c'est imbuvable. Tu regardes une vidéo de 5 minutes, tu finis en sueur, t'as l'impression d'avoir regardé un exposé de 4 heures. C'est l'enfer. Moi, j'aime bien les gens qui parlent. Il y a des blancs, il y a un peu de calme. Des fois, ça parle vite, mais des fois, on prend son temps et on discute. Là, il y a eu un blanc pendant 2 secondes. Dans 80% des vidéos que tu vas voir sur Internet, ils vont cuper les blancs. C'est... Au bout d'un moment, ça fait du bien aussi de respirer. Oui, le chien à qui on parle d'une voix aiguë pour capter son attention quand on joue à la baballe. Le joueur du grenier, il parlait d'agiter les clés. Nos autres youtubeurs, c'est un peu pour ça qu'on vous prend des fois. J'aimerais faire mon mea culpa sur ce point. Dans le milieu, les vues comptent plus que tout. Et ceux qui vous prétendent le contraire sont les premiers à flatter les gros influenceurs dans l'espoir d'avoir un peu de visibilité. Ainsi, il y a cette tendance à vouloir faire des vidéos toujours plus putassières, suivre les thèmes qui marchent, qu'on les maîtrise ou non. Il y a aussi la demande du public, hein. Le nombre de fois qu'on m'a dit quand je faisais du gaming, fais pas ce jeu, tout le monde s'en branle, fais celui-là, ta chaîne elle va progresser grâce à ce jeu-là, mais fais ce jeu-là, tu devrais écouter un peu. Non, je m'en fous, j'ai fait ce que j'ai envie. Après, c'est pour ça que j'ai stagné. Je le reconnais, il y a longtemps, j'avais moi-même un peu cédé à cette tendance pour suivre la croissance formidable du milieu. J'ai encouragé et participé à faire des vidéos plus rentables en termes de croissance. Parce que c'était ce que tout le monde voulait, parce que c'était ce qui marchait. Et je le regrette sincèrement. Vous avez noté aussi par rapport au round 1 et 2, il a trouvé la fonction gras, Thomas. Et je le regrette sincèrement. Ce qui était à l'époque une excellente décision professionnelle qui a permis une croissance rapide et à beaucoup de collaborateurs de se faire connaître, dont certains en vivent largement aujourd'hui, et d'un point de vue éthique bien plus discutable. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la demande était globale, que cette direction a été suivie par la quasi-totalité des youtubeurs du milieu. Au bout d'un moment, on ne fait plus ce qu'on aime, on fait ce qui marche. Et il faut comprendre que ce n'est pas forcément mal intentionné, car tout pousse à cela. Quand tu subis l'indifférence générale malgré un travail acharné et que tu sais qu'en parlant de tel film ou de tel jeu vidéo, tu vas forcément faire des vues. Au bout d'un moment, la tentation est trop grande, on cède une fois et on commence par se dire que c'est pour faire connaître notre véritable travail, ce qu'on aime. Et puis on cède une seconde fois, et une troisième fois, et je le paraphrase ici, on cède une quinzaine de fois, et on se rend compte que c'est devenu notre travail. Et que le travail que t'aimes, que tu voulais faire connaître, ça fait longtemps qu'il est plus dans ton spec. Et puis on cède une seconde fois, une troisième. Et au bout d'un moment, on a du succès, des scènes, des fans, parfois de l'argent, et même plus. C'est grisant. On finit alors par ne faire que ça, confondre travail valorisé et travail valorisant. Par associer inconsciemment l'idée de réussite personnelle à un travail finalement très impersonnel. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi tant de vidéastes sont interchangeables? C'est parce que c'est le cas. L'immense majorité d'entre nous a toujours voulu aller dans ce sens, dans le sens de la réussite, dans le sens des chiffres. Et c'est bien la plateforme, le milieu qui veut ça, par sa nature même. Moi, il y a un truc que j'en peux plus du côté des vidéastes, c'est ceux qui parlent toujours de la même façon.
Aujourd'hui, nous allons voir un truc incroyable. Avec le truc, j'ai l'impression que de regarder M6, TF1, n'importe quoi, les trucs de reportage de télé, avec la même intonation. Au bout d'un moment, parle naturellement. Moi, je veux pas voir un format. Enfin, si, je veux voir un format de vidéo, mais je veux pas voir un formatage de la personnalité. Je veux aussi voir la personne qui parle elle-même. Alors oui, t'as des petites intonations, mais il faut que ça reste à peu près naturel et que ça te corresponde. Quand tu te mets à parler comme David Lafarge, ou comme Squeezie, ou comme machin, c'est... Alors, toujours le contre-exemple. Il y a des personnes qui ont quasiment la même voix, la même intonation qu'un autre, mais c'est véritablement ça. Et il y en a, ils cherchent tellement à singer ce truc-là que c'est des vidéastes interchangeables, en fait. Zéro personnalité. Et moi, ça me dérange beaucoup, ce genre de truc. C'est un peu le WatchMojo. WatchMojo, les top 10 de WatchMojo, c'est exactement ça. Je me souviens de cette personne à qui j'ai demandé « Bon, tu veux faire quoi exactement comme contenu ?» Et me répondait « Moi, je veux juste être une star. » Et il partage le clip de Didier Super « Je veux être une star, je vous invite à le regarder. De toute façon, si vous connaissez pas Didier Super, je vous invite à découvrir Didier Super. » Les États-Unis ont leur Vin Diesel, nous, on a Didier Super. J'ai ma part de responsabilité dans le niveau du contenu qui a été produit. Je ne le nie pas. D'un autre côté, comment répondre à une telle demande ? On m'a demandé de faire connaître un collectif, d'en diriger la ligne éditoriale efficacement pour viser la croissance et la rentabilité. Ce que j'ai fait, mais je n'ai pas toujours cherché à rendre le public plus intelligent, ni à faire ce que j'aimais, et j'en suis désolé. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas la moindre fierté des 450 000 abonnés atteints par le travail du collectif, notamment pour ces raisons. Clairement, c'était un travail de groupe constant où les gens ne travaillaient pas pour moi, quelle idée, mais bien pour leur propre réussite à travers la réussite globale du collectif. Mine de rien, et là c'est vraiment mon avis personnel, peu importe ce qui s'est passé, Vox Menteur, tout le drama qu'il y a eu sur la fin, quelque part, tu as le droit d'être fier d'avoir réussi à monter un Voxmaker à plus de 450 000 ou 500 000 abonnés avant de péricliter. Il y a quand même un petit truc. Il y a quand même un petit truc. Même moi, on va dire, à très moindre mesure, j'ai eu un collectif il y a très longtemps maintenant, putain, peut-être 2012 ou 2013, qui a volé en éclats, pareil, pour des délires d'ego. Dès qu'on est trop nombreux, il y a trop d'ego, et pareil, on n'avait pas vraiment l'habitude de gérer des collectifs, et aussi, j'ai mal géré le truc, et ça a volé en éclats, et puis j'ai préféré tout laisser tomber, et partir en solo cul dans mon coin. Et on a tous parti comme ça. Mais, même si ça s'est très mal terminé, je garde quand même des bons souvenirs, des bons moments. Et j'en garde une petite fierté aussi. Et mon rôle consistait à rendre le tout cohérent. J'aurais pu prendre une décision inverse et encourager les vidéos plus personnelles, mais beaucoup m'auraient lâché. Et tout cela n'aurait jamais décollé, tout le monde y aurait perdu. Ce n'est pas une conjecture, il y a eu des essais, des constats, des choix de fait, collégialement, dans ce sens. Je crois aujourd'hui que ce collectif était une erreur depuis le début, j'ai depuis su tirer les leçons de tout cela. Moi encore, je suis contre toi, je suis pas d'accord avec toi Thomas, ce collectif n'était pas une erreur, il y a eu des choses magnifiques qui ont été créées autour de ce collectif. Après, c'est des délires d'ego, des choix, voilà, pas des drames non plus, on va pas aller jusqu'à drame, mais des problématiques humaines qui ont amené ce bordel. C'est d'ailleurs aussi pour retrouver du sens dans ce que je faisais que je me suis concentré sur ma série Jetons-leur des tomates pourries qui dénonce les arnaques. Que je m'étais éloigné du collectif depuis début 2017, bien avant sa fermeture. Ce que j'ai fait n'est plus hyper vendeur, mais j'essaie d'être utile. Je ne voulais plus à tout prix être connu, je voulais être utile. Un youtubeur qui faisait partie du groupe, et avec qui je ne me souviens pas avoir eu de problème, mais dont d'autres se moquaient pas mal, très connu aujourd'hui, l'avait vite quitté avec ces mots. « Je préfère être un roi dans mon royaume que soldat dans mon empire. » On va se calmer tout de suite dans les délires d'ego et de cheville, et là elle est clairement over 9000, hein. On reste des petits youtubeurs, des petits vidéastes. La formule est très jolie. Et bon, quand même. Admettons. Mais ce qui est très intéressant là-dedans,
Formulation très caricaturale, très grandiloquente internet, mais assez vraie. Je ne lui en ai d'ailleurs jamais voulu, il a été honnête et il avait raison de faire ce choix. Ironiquement, toujours, j'ai moi-même voulu être roi dans mon royaume que de rester dans cet empire qui ne me rendait pas heureux quand je m'en suis éloigné. Au-delà des collectifs de vidéastes, bien avant Internet, j'ai aussi une association rétro gaming, j'ai aussi fait partie de plein de collectifs de forums rétro gaming, de conventions. De toute façon, dès qu'il y a un aspect social, il y a des problèmes humains. C'est typiquement humain. Typiquement humain. C'est pas catégorisé à YouTube, aux vidéastes, aux streamers, aux influenceurs. Si je parle de ce collectif, c'est parce qu'il a généré de plus en plus d'influence justement. Il reflète l'influence que j'ai pu expérimenter. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'ont approché pendant toutes ces années pour en tirer un peu de lumière. Et ne pas dire oui à tout le monde dans ce milieu, je vous laisse envisager l'image que cela vous donne. Plus on devient connu, plus l'influence devient une véritable monnaie utilisée quotidiennement. Vous savez, le fameux « Ah, t'as trop changé, t'étais pas comme ça avant, tu prenais ton temps, tu n'es discuté. » Ça rejoint un peu ce qu'on disait au-dessus. Dès le départ, nous voulions faire de ce collectif une genre de start-up viable. C'était clair. Dès le premier jour, nous voulions idéalement que nos membres puissent vivre de leur création. Seulement, quand une vidéo fait 40 000 vues et rapporte 30 €, c'est compliqué. Dans ce contexte, un jour, un influenceur a utilisé sa réputation pour nous convaincre de rejoindre un network. Pour ceux qui ne connaissent pas, le network est un intermédiaire entre le YouTuber et YouTube. Il donne des conseils et s'occupe éventuellement de te négocier quelques opérations commerciales. C'est dur de dire ça. On ne nous en a jamais proposé. Le network gardait 30% des bénéfices qui génèrent la chaîne. Alors j'imagine, peut-être, je suppute. Récemment, j'ai été approché par Wisdeo. Wisdeo, si je dis pas de conneries, prend 30%. 30%, c'est énorme quand même. 30%, j'ai fait non. Ma chaîne n'est pas assez grosse pour générer autant d'argent pour en plus donner 30% à Wisdeo. Je sais plus si c'est Wisdeo qui donnait 30%, c'était une autre. Non, je crois que c'était WebTV, je sais plus, bref, on s'en fout. Ils prenaient 30%. Il y en a qui disent, mais ça sert à rien les networks. Ça sert les networks. Par exemple, il y avait Bugland TV qui s'est fait pirater sa chaîne, il avait pas de network. Et pourtant, il a 130, 140, 160 000 abonnés, je crois quelque chose comme ça. 3-4 mois pour récupérer sa chaîne de ce piratage. Même peut-être plus, je crois. Et il a perdu je sais pas combien de vidéos. Juste après, il y en a un autre qui s'est fait pirater de la même façon, mais il était dans un network. 2 semaines, il a pu récupérer sa chaîne. En cas de problème, les networks aident vraiment. Et c'est aussi pour ça que tu payes, c'est une histoire un peu de sécurité. Alors il y a des bons networks, il y a des mauvais networks, ça sert à rien de rentrer dans les détails du bon et du mauvais chasseur. Mais c'est surtout, pour moi, le plus gros avantage des networks, c'est ça. C'est, en cas de problème, t'as vers quelqu'un à qui te tourner. T'es pas genre avec ta bite et ton couteau, et qu'est-ce que tu fais? Tu joues au xylophone avec? Tu peux rien faire. Or, dans une chaîne collective où tout le monde est pressé de gagner rapidement sa vie, ces 30% sont vite un frein. À plus fort, quand le service du network s'avère dispensable, mais nous avions réellement besoin de ce network, car à l'époque, il freinait les plaintes de YouTube pour infraction aux droits d'auteur. Et à l'époque, il les freinait énormément. Voire, il donnait même un passe-droit. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. On va pas revenir sur les chasseurs. En effet, en dépit de mes conseils, les vidéastes utilisaient des extraits de films ou de musique sous licence, sans autorisation. Déconseiller ces pratiques m'avait été férocement et même publiquement reproché. En même temps, quand ta vidéo est démonétisée et que tu veux vivre de tes vidéos, ça devient compliqué. Le network nous permettait de ne pas nous faire prendre, il y avait là aucune réelle fraude, puisque cette utilisation était dans le cadre du Fair Use, mais le bot Content ID de YouTube pouvait potentiellement supprimer la chaîne en cas de surdétection. Pour ne prendre aucun risque, un network était donc requis. Malheureusement, ce que l'influenceur ne nous avait pas correctement pointé, c'est que l'engagement pour son network était de 3 ans. Alors ce serait peut-être plus Machinima. Machinima, il y avait un délai légal. Après, ils ont enlevé le délai légal. Après, il fallait 50 000 abonnés, après il fallait 10 000 abonnés, après tout le monde pouvait rentrer, après ils acceptaient plus personne, et après ils ont fermé. J'étais chez Machinima pendant je sais pas combien de temps. Mais il était connu, il avait l'air sympa, et nous avions confiance en lui. Toujours plus loin dans l'ironie, ce que cette même personne s'est permise de soutenir mes ex-collaborateurs quand j'ai été accusé d'avoir exploité tout le monde, pure bêtise ou malice,
Dieu seul le sait. Tout au long de l'existence du collectif, j'ai néanmoins toujours suivi une valeur importante. Le partage de la visibilité, justement. Pendant toutes ces années, j'ai fait monter sur ces scènes qu'on nous prêtait des dizaines de personnes différentes. Il est d'ailleurs amusant de noter que je ne suis pas étranger aux toutes premières scènes de certains influenceurs qui n'ont pas hésité à me jeter des cailloux. Ou plus précisément, des tomates pourries. Chaque année, presque à chaque convention, j'essayais d'ouvrir le collectif à des collaborations de nouveaux membres et de nouvelles têtes. Pause. Ma mémoire peut me jouer des tours, et Thomas, tu pourrais me confirmer ou pas, ma mémoire peut me jouer des tours, mais je crois que c'est comme ça que je t'ai connu. Tu m'avais démarché pour rejoindre les Voxmakers, je n'ai aucune idée de pour quelle vidéo c'était, de pourquoi c'était, mais j'ai un vague souvenir, un vieux flashback d'avoir reçu un MP de toi pour me soumettre l'idée de Voxmaker. J'ai aucun souvenir autre, j'ai juste ce vieux flash, genre, tu pourras me confirmer ou m'infirmer. Je peux dire des conneries, je peux peut-être mélanger avec quelqu'un d'autre, mais je suis quasiment sûr que c'était toi. Quasiment sûr. Et il me semble que je suis quasiment sûr que c'était toi parce que c'est à ce moment-là que je t'ai ajouté sur Twitter et que j'ai commencé à suivre un peu le bordel. Et Voxmaker. Je suis quasi sûr que c'était ça. Mais je peux me tromper. Après, mon cerveau, c'est un peu le bordel. Et donc, de s'ouvrir aux nouveaux membres, de nouvelles têtes, pas pour la visibilité, mais vraiment pour que la créativité tourne. L'effervescence ne supporte pas le statisme. Je remercie au passage les staffs des conventions qui nous ont fait confiance pour croire en nous et nous prêter les scènes, et ceux moins nombreux qui m'ont fait confiance plus tard. On nous a donné des scènes, tout a été fait pour qu'on en tire le maximum. Moi je me souviens, c'était incroyable quand j'ai vu, je sais plus quel Japan Expo, les premières scènes de Voxmaker, je me dis un collectif de youtubeurs, à l'époque où il n'y avait pas encore les ultra stars de YouTube et tout, d'avoir une scène officielle à Japan Expo, je me dis waouh, mais c'est énormissime, c'est une réussite sans waouh. Maintenant ça prête à rigoler, mais parce que il y a énormément de scènes, mais à l'époque c'était du jamais vu pour moi. Je remercie au passage les staffs des conventions qui nous ont fait confiance pour croire en nous et nous prêter les scènes, et ceux moins nombreux qui m'ont fait confiance plus tard. Je l'ai déjà. Pour placer mes collaborateurs, j'osais tout. Demander à mettre des instruments sur une scène dédiée normalement aux jeux vidéo, récupérer des demi-horaires, accepter de remplir des absences de dernière minute, c'est bien simple, je courais partout, ce qui expliquait qu'on ne me voyait rarement sur les stands. C'était particulièrement stressant, j'avais la responsabilité d'un peu de tout. Un jour, alors que nous faisions une scène, concentrée sur l'animation, je ne remarquais pas l'avertissement du staff qu'il nous reste peu de temps. Au moment où je fais la phrase pour dire merci et au revoir, il coupe net. Je sors donc de scène et fais remarquer que ça se fait pas de couper, ainsi en pleine phrase pendant qu'on finissait, et on m'envoie bouler. C'est vrai que c'est pas cool. Après, si t'as 10 minutes de retard, à la limite tu peux finir la phrase, ou au mieux, tu gueules. On m'a coupé le micro! Au revoir à tous, on vous aime! Bon, j'en sais rien. Jouer le jeu. Mais c'était pas cool. Et la staff l'envoie bouler. Tu te dis, une broutille totalement anecdotique dont je n'ai eu un retour sauf 4-5 ans plus tard. Quand la staff en question s'est amusée à profiter de l'affaire en mai 2019 pour raconter cette anecdote ridicule, évidemment sous un angle accusateur, motif, il a usé de toute son influence contre moi pour me maltraiter alors que j'étais une si gentille staff. Bah oui, un désaccord de 10 secondes sur une scène de 4 ou 5 ans auparavant, ça justifie de contribuer à détruire publiquement une personne. Enfin voyons, c'est évident. Et vous vous doutez bien qu'elle m'aura contacté directement pour me mettre les choses, n'a jamais cherché à m'en parler directement, auquel cas, je me serais d'ailleurs sans doute excusé si elle avait perçu mon comportement comme trop expéditif. Méfiez-vous, ce milieu peut être extrêmement mesquin et rancunier. Mesquin, ça n'a rien à voir avec la salade, je vous rappelle. Bref, un stress permanent, mais le résultat était là, croissance au top, et nous avions beaucoup de scènes. Encore une fois, je ne m'octroie pas à moi seul les mérites du succès du collectif. J'explique mon rôle dans tout ça. La réussite était bien évidemment générale, toutefois, quels que soient les mots avec lesquels chacun essaie de s'attribuer les mérites d'un succès collectif, depuis toutes ces années, aucun d'entre nous n'a jamais réussi à le reproduire, ni atteint le nombre d'abonnés pourtant si précieux et revendiqué parmi mes pairs. J'aime bien cette petite pique
C'est moi qui pose des problèmes, hein? Ils sont où vos centaines de milliers d'abonnés comme on avait sur Voxmaker, Je te vois vraiment comme ça, Thomas, même si je sais que c'est pas ça. Pour moi, et de la vidéo où ils expliquaient un peu tous les travers et ce qu'ils te reprochaient, ouais, mais fais pas ci, dis pas ça dans la vidéo, tu devrais plus faire comme ça. Pour moi, t'avais parfaitement compris ce qui marchait sur YouTube, et tu formatais leurs vidéos pour que ça marche sur Voxmaker. Et eux, ils le voyaient pas comme ça. Et c'est pour ça que t'as cramé. Et qu'ils t'ont cramé. Tant de guerre pour de simples vidéos. Et tout ça pour rien en final. J'en rirais s'il n'y avait pas eu les conséquences que l'on sait. Pour en revenir à l'anecdote de l'influenceur qui paye en visibilité, il y a transfert de valeur. Et elle ne se situe plus dans l'argent, mais dans ce qui peut produire de l'argent, à savoir la visibilité. À la limite, pourquoi pas? C'est construire sa croissance pour gagner plus dans l'avenir. Seulement, là où ça pose problème, c'est quand l'accord n'est pas clair dès le début. Si un influenceur propose de la visibilité en échange d'un service ou d'un produit, s'il y en a que ça intéresse, pourquoi pas après tout? Mais si ce n'est pas clairement défini dès le début, on part sur une espèce de jeu d'influence pas toujours bien sain. L'influenceur en question avait même, pas très subtilement, suggéré à mon collaborateur de nous larguer la grande classe. L'influence du collectif m'a servi pour des causes que je trouvais intéressantes. Avant tout, pour me mettre en avant des créatifs, anecdotes amusantes, je me mettais tellement en avant... je mettais tellement en avant les autres plus que moi-même que jusqu'en 2016, les partenaires qui s'intéressaient au collectif ne voulaient même pas me parler, croyant que je n'en faisais pas partie. Et ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui se disaient, mais c'est qui Thomas Serix? Pourquoi c'est pas Ermite Moderne? C'est lui le chef. Ah, c'est lui le chef. Oh merde. Pourquoi? C'est un peu la réflexion que j'entendais souvent. C'est là que je me suis dit qu'il devenait ridicule. C'est un roadies. C'est un roadies. C'est là que je me suis dit qu'il devenait ridicule de ne pas me mettre un minimum en avant. Il faut bien être un minimum crédible aux yeux des partenaires externes et commerciaux. Vous allez peut-être me trouver revanchard, mais notez que c'est tout de même une anecdote étonnante pour quelqu'un qu'on a accusé d'avoir la grosse tête et un ego surdimensionné. Du début à la fin, les candidatures à tout niveau étaient ouvertes. J'ai choisi et accueilli des dizaines de gens qui sont allés et venus dans le collectif. D'ailleurs, à force de trahison, dont j'ai déjà parlé dans le chapitre antérieur, j'ai développé une certaine méfiance. Il y avait cet ex-collaborateur qui a tenté de me salir sur les réseaux et en message privé auprès de mes contacts pendant des années. Ouais, Serix, j'ai travaillé avec lui, c'est un exploiteur, il se prend pour Dieu, il est manipulateur, etc. Ces rumeurs datent du début même du collectif et ça part de là. J'ai gardé un dossier de preuves assez solide en cas de récidive d'ailleurs. Lâche tout, lâche la sauce. en fait, au fur et à mesure de la vidéo, on devrait mettre des petits messages subliminaux. Peut-être que ça va matrixer, ça va te matrixer, Thomas. Et là, il va dire, oh, je vais tout lâcher. À l'époque, je ne voulais pas porter plainte pour éviter qu'on ne connaisse mon nom qui a fuité depuis. Je ne me gênerai pas pour le traîner en justice aujourd'hui. L'anecdote dans tout ça, c'est que cette personne me demandait régulièrement de lui faire de la pub via le site du collectif. Message que j'ai conservé. Ce que, ignorant ses actions, je faisais systématiquement. Je me suis toujours demandé comment les gens pouvaient trouver crédible quelqu'un qui faisait sa pub chez lui qu'il prétendait dénoncer. Ça, c'est une longue histoire. Le nombre de personnes qui te crachent dans le dos, mais qui te sourient juste devant toi parce qu'ils savent que tu peux leur apporter quelque chose, mais que derrière, c'est sans fin. C'est pas seulement collectif, c'est humain. Encore une fois, malheureusement. Le collectif par nature devrait être ouvert, une partie de son activité visant à la rentabilité qui a découlé en formation d'une SAS, avec associés, salariés, etc., quand l'autre partie relevait du bénévolat. Mise en avant de création amateur, collaboration, amateur, etc. Et là, l'erreur fatale. Vouloir faire les deux justement. Parce que très rapidement, les gens ne voulaient plus voir la distinction entre amitié et travail, entre hobby amateur et entrepreneuriat. Les tensions et accusations étaient constantes. Exemple, nous avions un projet créatif. Il y avait dessus des... Alors je crois qu'il parle... Il me semble qu'à un moment, il y avait une espèce de projet créatif de forum, de poésie ou de fanfiction ou d'écriture.
Il me semble que c'était un truc comme ça. Il y avait dessus des bénévoles. Bien sûr, j'ai toujours été très clair dès le début pour tout ce qui relevait du bénévolat. Je n'ai jamais promis d'argent sans rien payer. Puis le projet est devenu plus sérieux, il a été question d'en rémunérer les auteurs. Parfait. Et puis une autre personne qui voulait aider à demander à nous rejoindre, j'ai expliqué à un collaborateur qui servait d'intermédiaire que je ne pouvais pas intégrer une personne supplémentaire car ce qu'allait potentiellement rapporter le projet ne suffirait jamais à le rémunérer correctement, tout travail mérite salaire, ce que le collaborateur en question a rapporté à l'autre, ouais, il veut pas de toi, il veut pas te payer. C'était toujours comme ça, tout le temps. Au bout d'un moment, j'essayais de contrôler la communication pour éviter qu'on déforme ainsi mes paroles, et voilà qu'on m'accusait de vouloir tout contrôler. Pour ceux qui se posent la question, et ça revient assez souvent, mouche-toi gros blaireau, espèce de gros dégueulasse, t'as la mort qui coule, j'ai une rhinite chronique, en gros c'est comme si t'étais enrhumé toute l'année, et c'est pas guérissable. Alors il y a des OP qui existent, bref on va pas rentrer dans les détails, c'est pas guérissable, et voilà. Donc je sais que c'est extrêmement chiant, je m'envoie désolé. Ceux qui regardent mes vidéos depuis le temps, je pense qu'ils se sont habitués. Voilà. Et quand je vous dis au-delà de ça, imaginez-vous, comme je le dis souvent aux gens, imaginez-vous que je vous parle en direct, en vrai. Comme ça, en vrai. Est-ce que votre interlocuteur, tu lui dirais, espèce de gros dégueu, tu peux pas te moucher avant de me parler? Je suis pas sûr. Alors, à moins que t'as les baloches de lui dire en face comme ça, ou d'être plus gentil, qu'est-ce que t'as un problème nasal? Comment ça se passe? Et le nombre de personnes qui me disent, ouais, espèce de gros dégueulasse, va te moucher, t'es vraiment, tu te dégoûtes. J'ai eu des commentaires comme ça, bande de fils de pute et tout, hyper insultants. Chaque fois, je leur dis, non, mais j'ai une rhinite chronique, c'est pas guérissable. Je suis désolé, je sais que c'est très pénible. Désolé. Et généralement, ils répondent, oh là là, je suis désolé, je pouvais pas savoir, excuse-moi. Non, mais tu pouvais pas savoir, voilà. Bref. Je tire la conclusion aujourd'hui que le collectif était une très mauvaise idée dans ce milieu. D'ailleurs, beaucoup d'autres s'écoulent régulièrement, mais de belles choses ont été faites. Non, c'est pas une mauvaise idée, c'est juste que ça s'est mal terminé, point. Mais il y a eu des bons moments, je suis sûr qu'il y a eu des bons moments, t'as forcément eu des bons moments. Des choses qui ont été systématiquement mises en avant pour améliorer notre image et notre croissance, alors pourquoi en parler ici ? Nous avons soutenu des causes caritatives, bon, même si on m'accuse d'avoir détourné l'argent, alors que les dons se faisaient directement sur le site de l'association. Et il met le lien de cette association, bonjour la Parade. J'avais même organisé le sauvetage financier d'un manga café dans ma ville et participé au lancement commercial d'une start-up de jeux. J'ai fait des chouettes rencontres, dont beaucoup sont restés des amis. En lisant ces lignes, vous vous dites « Oh là là, elle fait que se plaindre !» Oui, c'est assez vrai. J'avoue, je n'ai pas l'intention de transformer les faits et mon ressenti pour donner une image plus légère et positive dans la réalité du milieu. Il y a toutefois pas que des mauvaises personnes. J'ai fréquenté les gens de la Tomato Team actuelle depuis 2018, ou avant pour certains, sans jamais de drama ni de problème, et des collaborations superbes. Je les remercie et salue leur talent. Dommage que j'ai mis des années avant d'apprendre à correctement m'entourer. L'influence, c'est à double tranchant. On peut s'en servir pour faire le bien, ou pour faire son propre bien. J'adore cette tournure de phrase, elle est vachement intéressante. Certains, les pires, s'en servent même pour faire du mal aux autres. Les jeux d'influence étaient permanents. Je me souviens de cette convention où nous avions invité un influenceur assez important, et de ce collaborateur qui s'était plaint à moi que ce dernier ignorait ses messages. Pour mieux aller draguer sa copine. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai des raisons de douter de la véracité de ces accusations. Les gens venaient souvent se plaindre à moi. Quasiment tout le monde se plaint de chacun des autres à moi au moins une fois. Et parfois, c'était bien plus grave. En tant que fondateur dirigeant du collectif, il y avait une certaine influence là aussi à double tranchant. Alors je vais me répéter, je pense que vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes. Si quelqu'un se plaint de quelqu'un à vous, 130% de chances qu'il se plaint de vous à quelqu'un d'autre. Ce genre de personne se plaint constamment de tout le monde à tout le monde. En fonction de... C'est tout simplement les vents. Je vais pas jeter la pierre aussi, hein. Évidemment, quand je vais voir des gens en convention et tout, t'as vu ce qu'il a dit? Évidemment. Par contre, là où se fait la différence, là où se fait la grande différence, c'est que ces gens-là,
quand tu vas les voir en face, ils vont être comme ça, ah, salut, tu connais, ouais, c'est cool, ouais, puis dès que tu t'en vas, la grande différence, c'est que t'oses le dire en face. Moi, il y a un influenceur, ouais, tu m'as traité de con. Je fais, oui, je t'ai traité de con, t'es vraiment, vraiment, vraiment con. Après, on a discuté, et puis maintenant, on s'entend bien. C'est d'assumer, en fait. C'est surtout ça, en fait, la différence. C'est d'assumer. Et c'est ça aussi. Beaucoup trop n'assument pas. T'approches, il y a 2 petits trucs comme ça qui tombent et qui rebondissent au sol. Et ça roule. Et il n'y a plus rien. Mais si quelqu'un crache d'une personne sur vous, enfin auprès de vous, il fait la même chez les autres à votre sujet également. C'est obligé. Obligé. Sauf si vous êtes Mère Teresa. Mais on est en 2020, je suis sûr que même Mère Teresa, on peut avoir des commentaires désobligeants à Mère Teresa. Ouais, elle est de gauche, je sais rien. Les commentaires sont là. Si vous avez quelque chose à reprocher à Mère Teresa, allez-y. J'aimerais bien savoir. Les gens venaient souvent se plaindre à moi. Quasiment tout le monde se plaint, chacun d'entre soi. Au moins une fois. Et parfois, c'était bien plus grave. En tant que fondateur dirigeant du collectif, il y avait une certaine influence, là aussi, et là aussi à double tranchant. Il y a aussi des gens qui vont dire « Ouais, t'as vu comment il se la pète, il est fondateur. » Bah oui, mais il l'est. Au bout d'un moment, c'est pas il se la pète, c'est son rôle. Donc... pas être con non plus. L'un de nos collaborateurs produisait un contenu jugé par tous les autres, et ça c'est très intéressant, cette anecdote est très intéressante, je vous demande de vous concentrer 2 minutes. Relevez-vous de votre siège, ouvrez vos esgourdes, arrêtez de mâcher et de croquer les chips pour qu'on bien entende. L'un de nos collaborateurs produisait un contenu jugé par tous les autres de médiocre qualité. Individuellement, sur plusieurs mois, il venait me dire « Non mais t'as vu ce qu'il fait lui ? Ça va vraiment pas, c'est nul, c'est malaisant, il faut faire quelque chose, parce que là, au bout d'un moment, il nuit à tout le groupe, quoi. » Un jour, j'ai eu assez de cette hypocrisie et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Tous en cercle, donc présent IRLement, j'ai tenté d'expliquer à la personne concernée les problèmes reportés. Et moi, point. Schwarzenegger, monumentale erreur. Aussi fou que ça puisse paraître, tous les autres m'ont regardé comme s'ils étaient étrangers à tout cela. Je me suis retrouvé seul à devoir expliquer des choses que l'on m'avait progressivement chargé de mettre au point. C'est ça aussi, avoir une relative influence, se faire lâcher par les gens qui te poussent à agir. Et là, mon cher Thomas, je vais te donner mon avis de comment je fais au taf. Ça m'est arrivé professionnellement. On a des problèmes de prestataires, d'équipes, de collègues. Ça arrive. On est en réunion professionnelle. J'expose le problème qu'on m'a rapporté. Si la personne commence à se débattre, je suis pas là avec une canne à pêche à essayer de ferrer le truc. Je fais écoute, truc a dit ça, que t'avais mal géré ce point-là, machin dit que c'est vraiment pas terrible, il pourra confirmer, et tu leur laisses même pas la parole, il pourra confirmer, truc a dit que c'était ce moment-là, dans cette vidéo ça allait pas, et tu déboîtes tout le monde. Sans malveillance, sans bienveillance, t'exposes les faits de ce qu'on t'a rapporté. Et tu mets les autres devant le fait accompli, tu les fous devant le mur, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, même s'ils te disent « Oh non, tu jamais dit ça !» Après, c'est parole contre parole, mais tu restes le chef, t'es l'arbitre. Au bout d'un moment, quand t'es chef, t'es l'arbitre, tu siffles, les autres écoutent. Voilà, carton rouge, carton jaune, j'en sais rien. Mais là, tu t'es laissé emmerder, tu t'es retrouvé tout seul, et les autres se sont échappés. Et après, ils se sont servis de ça pour faire un ennemi commun. Mais si tu les avais mis devant le fait accompli, hyper factuel, bullet point, ouais, machin, tel jour il a dit ça, machin il a dit sur cette vidéo ça, machin truc, ça aurait été plus intéressant, je pense, au niveau de la discussion. Après, je sais pas vraiment comment ça s'est passé, évidemment, c'est la vie, c'est l'image que je m'en donne, et c'est la vie que je m'en fais, l'opinion que j'ai. À froid, à chaud. Pendant des années, je n'existais qu'à travers l'image du collectif, moi, ça ne me dérangeait pas, enfin, jusqu'à ce que certains problèmes apparaissent bien sûr. En convention, j'ai rencontré cette influenceuse sidérante. Aussi, très important, là c'est facile de faire l'inspecteur des travaux finis, c'est extrêmement facile de faire l'inspecteur des travaux finis. Devant le fait accompli, je sais pas comment j'aurais réagi, mais ça se trouve j'aurais fait exactement comme toi, j'aurais été juste dégoûté, j'en sais rien. C'est toujours, et ça même dans les commentaires, il faut vous mettre
ça dans la tête. Ouais, j'ai vu un truc dans les infos, machin, il a fait des conneries, moi j'aurais fait ci, j'aurais sauvé la machin, j'aurais fait un massage cardiaque, je l'aurais sauvé. Il y a eu un vol, j'aurais balayé le mec, pied-bouche. Quand ça se passe en vrai, on agit totalement différent de ce qu'on pensait agir dans notre tête. Évidemment. L'inspecteur des travaux finis. J'en étais où? Aussi fou que ça puisse paraître, tous les autres m'ont regardé comme disant je me suis retrouvé seul à devoir expliquer des choses que l'on m'avait progressivement chargé de mettre au point. C'est ça aussi avoir une relative influence, se faire lâcher par les gens qui te poussent à agir. Pendant des années, je n'existais qu'au travers de l'image du collectif. Moi, ça ne me dérangeait pas, enfin jusqu'à ce que certains problèmes apparaissent bien sûr. Et en convention, j'ai rencontré cette influenceuse sidérante. Celle-là aussi, elle est gratinée. Ouais, alors c'est toi le collectif là? Ouais, c'est cool. Alors, j'ai réfléchi, mais je pense que je vais pas le rejoindre. Hein. C'est pas trop mon truc les délires communautaires. Waouh, genius. Personne lui avait jamais proposé de nous rejoindre, mais elle partait du principe qu'on la désirait chez nous. Humble. Toujours plus loin dans l'ironie, il s'agit d'une personne qui revendique sa sagesse. C'est souvent les plus sages et dire ouais mais moi tu vois je suis hyper... Toujours en convention, la même, il me semble, les fans nous approchaient, l'un d'eux m'approche et me dit « Hey, c'est toi Cyrix, le patron? Ouais, je voudrais investir toutes mes économies, 10 000 balles dans ton collectif, là. Ouais, non, mais c'est gentil, mais j'ai pas besoin d'investisseurs. L'argent des vidéos est redistribué intégralement aux créateurs, je n'ai rien à faire de cette somme. Ouais, c'est pas grave, 5 000 au moins? Non, désolé, ça va pas être possible. Moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi le projet? Thomas, ça peut rester anonyme, c'est quoi le projet? Pourquoi il donne 10 000 balles et il espère un retour sur investissement? C'est quoi le projet? Il les donne pas de bon cœur au bout d'un moment. C'est quoi le retour qu'il attend? Moi, j'ai besoin de savoir parce que là, je vais pas endormir de la nuit. Ça me paraît trop gros. C'est pas que je te crois pas sur les sommes. Je le crois pas lui pourquoi il fait ce genre de demande. Enfin, j'arrive pas à conceptualiser et à m'expliquer qu'est-ce qui pousse à faire ce genre de demande. Quand tu as de l'influence, certains commencent à penser que tu es forcément riche et peut dès lors les rendre riches. Et pour d'autres, c'est même une évidence. D'autres pensent que tu as des contacts, un temps et des moyens illimités. D'autres encore que tu es là pour résoudre tous leurs problèmes et surtout leurs problèmes personnels. C'était drôle, une fois il y avait un mec en convention. Ouais, j'ai vu que tu connaissais Benzaï, tu peux lui envoyer un message s'il te plaît, j'aimerais bien qu'il regarde mon truc pour qu'il mette en avant mes vidéos. Je suis pas la secrétaire de Benzaï, je le connais, mais alors rapidement aussi, et je vais pas non plus le déranger pour ça. Ouais, t'as trop pris la grosse tête, franchement, je te pensais pas comme ça. T'as trop changé, t'es que entre gros maintenant. Wow, calme. C'est ouf. Anecdote. Une collaboratrice qui s'était engagée à produire quelque chose dont d'autres dépendaient avait pris du retard qui nous mettait dans l'embarras. Je lui ai fait remarquer. Non mais tu comprends, j'ai des problèmes personnels, voilà, il y a ci, il y a ça. T'es mon ami Thomas, hein, t'es mon ami. Tu dois comprendre quand même. Moi, d'une naïveté confondante, alors c'est pas une naïveté, peut-être une galanterie, romantisme, voire machisme, où tu traites les nanas un peu en princesse et tu leur passes un peu tout. Moi, d'une naïveté confondante, ok, pas de souci, en tant qu'ami, je comprends, on en parle, prends ton temps, et je vous épargne les soirées à en parler. J'aurais fait pareil. Voilà, dans un pot de confiture, tu lui ouvres, tu lui rends, tu lui tends une baguette de pain, un sandwich, voilà, c'est comme un échange entre amis. Plus tard, cette même personne va provoquer une situation personnelle susceptible de nuire au collectif, je décide de lui parler en tant qu'ami. Non mais ça va pas, respecte ma vie privée, on est que collègues, point. C'est Guy Bedos, je crois qu'il disait « La salope !» Au-delà des nanas, j'ai connu ce genre de truc aussi, version garçon, évidemment. Il y a pas de sexisme là-dedans. Encore une fois, c'est purement humain. Ah, l'amitié à géométrie variable, selon que ça arrange ou non. Une leçon que j'aurais aimé connaître avant de la vivre et que je tenais à vous partager. Ne mélangez pas amitié et travail. Dans certains milieux, vous risquez de violemment vous faire avoir. Et encore une fois, encore une autre parenthèse, et ceux qui disent ouais, au bout d'un moment, c'est plus des parenthèses, c'est des crochets, oui, je sais. Il y avait un moment, j'étais dans le bus. Ah, rien à voir, j'étais dans le bus.
Il y avait un mec qui était rentré tout seul dans le bus, complètement hystérique, en colère, en larmes. Je sais pas ce qu'il avait vécu, mais une énorme trahison. Et il arrêtait pas de hurler, putain, trop putain, bordel de fils de pute, trop bon, trop con, je fais putain de bordel de merde, j'étais trop gentil, je me suis fait avoir comme un bleu, je me suis fait enculer, trop bon, trop con, trop bon, trop con, plus jamais je serai bon, plus jamais je serai bon, bordel de merde, ils vont tous se faire foutre. Et en fait, ça m'a vraiment marqué ce truc, parce que plusieurs degrés de dégoût comme ça, et aussi t'as rencontré des gens, des hommes, des nanas, qui disent plus jamais je me fais avoir, et ils deviennent des connards finis, ils deviennent des fils de pute infinis, ils deviennent ceux qu'ils ont le plus détesté. Et ça, il faut absolument essayer de pas faire ça, de pas devenir comme ça, parce qu'en plus on devient comme ça sans s'en rendre compte. Ouais, mais j'en ai marre de me faire avoir. C'est pas grave. Et moi, généralement, c'est l'opinion que j'ai et la philosophie de vie, on va dire, entre guillemets. C'est pas grave. Je me suis fait avoir. Je me ferai avoir. Et je me ferai encore avoir. Mais quand je me lève, je me regarde dans une glace, je suis droit dans mes bottes, fidèle à mes valeurs, et j'ai rien à me reprocher. Alors j'ai fait aussi des coups de pute, hein. Je jette pas les premières pierres, hein. Je suis pas l'ange Gabriel non plus, hein. J'ai fait des coups de pute, mais de mon plein gré. Parce que voilà, j'ai estimé que c'était mérité. Mais quand il y a quelqu'un qui me vient gentiment, naïvement, bah, je vais être gentil. Je vais pas être un fils de pute. Et s'il me trahit, ça devient un fils de pute, on le change de colonne, mais moi au moins, à la première approche, j'aurais été aimable et gentil. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Toujours est-il que dans les jeux d'influence, j'avais déjà évoqué la cour qui entoure certains vidéastes de premier plan, laissez-moi vous partager un autre souvenir. Dans une grande convention, il y avait une scène. Pour ne pas avoir à préparer quoi que ce soit, et bien que sa venue soit largement rémunérée d'ailleurs, mais ça c'est une autre question, le vidéaste fait une FAQ, une foire aux questions de 40 minutes sur scène. Il s'agit simplement de se poser sur une chaise, de prendre son micro et de répondre aux questions de ses fans, ce qui, sachez-le, peut être rétribué par un salaire à 4 chiffres. Selon le profil et la convention, pour les plus gros uniquement. Oups, pardon, c'est vrai qu'il faut pas trop en parler, on vient en convention que par passion et par amour, donc le gars monte sur scène, s'assoit et pendant 40 minutes répond mollement aux questions, assisté par un animateur dynamique payé par la convention. Plus tard, en salle VIP, je crois que l'animateur qui m'ignore, puis j'entends parler du vidéaste en question d'un collègue. Ouais, ce vidéaste, il est juste incroyable, une vraie bête de scène. Je pense que ce vidéaste doit être assez facilement reconnaissable, les commentaires sont là. Dénoncez, dénoncez, ça a fait fureur dans les années 40, surtout on parle de dénoncer. Allez-y, lâchez-vous, lâchez-vous. Respectez le choix de Thomas. Respectez le choix de Thomas. Mais respectez le mien aussi. Jugez en votre âme et conscience. Droit dans vos bottes, est-ce que vous pouvez vous regarder dans une glace? Tout ça. Donc, le gars monte sur scène, s'assoit et pendant 40 minutes répond mollement. Je vous jure que le concerné avait simplement parlé pendant 40 minutes, tout comme n'importe lequel d'entre nous le ferait au téléphone. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Quelques temps plus tard, je retrouve ce même animateur sur une autre scène, on discute brièvement. Il me pose une question, je réponds, et le voilà qu'il se met à rire. Mais à rire! Je n'avais pourtant pas fait usage d'aucun humour dans ma réponse, j'imagine que le nombre d'abonnés du collectif avait entre-temps fait de moi également une bête de scène. Il y a aussi le côté un peu... Tu sais, quand t'as une nana qui te drague, alors les garçons le font moins, ça. Il y a une nana qui te drague, tu leur sors des blagues, mais vraiment ridicules, voire même pas de blagues. Ah, c'est vraiment le cliché des trucs américains, hein. Je l'ai vécu, je vous jure, je l'ai vécu. Ah, oh là là, t'es trop drôle. Donc ça fait déjà un pied dans son lit. Bon, l'autre pied est généralement beaucoup plus dur à ramener. Mais peut aussi jouer les équilibristes. L'influence due au talent et au charisme irrésistible est très importante sur le milieu. Tout s'adapte. Les gens, le comportement, les chiffres, même l'amour.
au vu du nombre d'affaires qui sortent régulièrement où des youtubeurs célèbres auraient profité de leur statut pour user et abuser des jeunes filles. Il est inutile, je vous en raconte une également. Elle est juste une petite pour la route. J'ai échangé régulièrement avec une fan que je trouvais sympa. Elle avait proposé son aide au collectif. On rigolait bien tout ça. C'est pas français. Enfin, bon. Et un jour, à l'occasion d'une discussion, j'en viens à citer un gros youtubeur bien connu. Je la vois changer d'expression et me dire qu'elle était pas spécialement fan. Pour détendre l'atmosphère, je blague. Ah, ça va, t'as pas couché avec? Monumentale erreur. C'était le niveau d'humour que nous avions, rien de méchant. Est-il nécessaire de le préciser? Là voilà qu'il se met à fondre en larmes. Et j'apprends que cette personne aurait été victime de celui qu'on évoquait. La grosse gêne, j'ai pas compris tout de suite, et après, beaucoup d'empathie, tout ça. Lâche le morceau. Ah là là. Après, c'est toujours compliqué. Parce que s'il lâche le morceau, c'est la nana qui va payer. Et ça, c'est la plus grande chienlit de pourquoi il y a beaucoup d'histoires qui sortent pas. Parce que malheureusement, c'est les victimes qui payent plus souvent que les coupables. Ce qui est dingue d'ailleurs, ce qui est assez dingue. C'est là que j'ai compris que le milieu avait un problème profond. C'était la première fois que je voyais la réalité, l'envers du décor. C'était au tout début. À l'inverse, j'ai assisté au parfait contre-exemple. Une fille arborait un cosplay assez reconnaissable et passait près du stand en racontant à son amie qu'elle aurait été violée dans son sommeil par son copain vidéaste. Ça me rappelle une histoire. Faudrait que je lève les yeux au ciel. En mode confidence dans le plus grand des calmes. Je recroise cette même personne dans une file de dédicaces le lendemain, sans son ami, au moment où elle demande un autographe au youtubeur dont elle parlait la veille, en des termes relevant d'une intimité certaine. Salut. Alors moi c'est Emma, mais tu peux m'écrire un autre autographe pour mon amie Eve qui n'y est pas pu venir. J'imite très mal, je suis un horrible imitateur, un horrible acteur. Il était absolument irréfragable. Ok Google, donne-moi la définition du mot irréfragable. Ça existe ça? Le site larousse.fr contient l'information suivante. Littéraire, qu'on ne peut récuser, un témoignage irréfragable. Pour en savoir plus, utilisez le lien dans l'application Google Home ou dans celle de l'assistant. Ça existe. Irréfragable. Un argument qu'on ne peut pas fraguer. Je savais pas qu'il y avait un argument gamer, qu'il y avait une négation au frag. Irréfragable. Putain, faut que je la ressorte. Ça compte combien ça au Scrabble? Il était absolument irréfragable. Qu'elle lui a... Mais ça marchait quand ce mot en 1950? Tu le sors d'où? Il est absolument irréfragable qu'elle lui parle alors pour la première fois. Aussi sûrement qu'elle l'avait accusé de viol la veille auprès de son ami. Il y a des histoires de fous dans ce milieu. Je pourrais en écrire un livre entier d'anecdotes comme ça. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce que je fais. Vas-y, lâche-toi. Omerta chez les youtubeurs, chez Plomb. Vas-y. Allez, vas-y. Albert Dupontel, hein, pour ceux qui ne chopent pas la référence. Je ne rentrerai dans aucun débat, mais vraiment, méfiez-vous de toutes les accusations. Mais méfiez-vous aussi des accusés. Quand on a connu ce milieu, comme je l'ai connu, on perd un peu foi en les gens au bout d'un moment. J'aimerais terminer ce chapitre en vous parlant du cowboy. C'est le pseudo que j'ai choisi pour évoquer un type qui est plus un archétype cliché, et vous l'avez forcément connu. T'as des gens, ils sont tellement clichés dans leur façon de fonctionner que tu te dis c'est pas possible, ils ont un algorithme, ils ont une espèce de script, ils se l'injectent et ils agissent comme ça. Ils ont aucune personnalité si ce n'est pas de par leur archétype. C'est un truc de fou. J'aimerais terminer ce chapitre en vous parlant du cowboy. C'est le pseudo que j'ai choisi pour évoquer un type qui a plutôt bien joué des coudes et a acquis une certaine influence auprès des conventions qu'il négocie à loisir. Je l'avais rencontré en convention en salle VIP. Décidément, il se passe des choses en carré VIP.
Il y avait 3 chaises autour d'une table basse, j'étais assis avec un collègue, et voilà le cowboy qui arrive, essaie d'imaginer ça visuellement. Il tire sa chaise, s'assied, passe la main derrière sa tête en allongeant ses jambes sur la table basse. On va la faire. C'est ça fait ça. En gros, il arrive comme ça. Je vous aime bien je vous aime bien. Je vous aime bien ce que vous faites. Je vais vous faire passer partout. Les mecs comme ça, j'en ai croisé. C'est même pas, ils se la pètent, c'est même pas des chevilles en titane, c'est un ego tellement surdimensionné. Tu sais, t'as envie de lui dire, mais gros, si je suis déjà dans un carré VIP, je passe déjà partout. Trop de balles, déjà. Ce qu'il ignorait, c'est qu'on n'avait pas besoin de lui pour ça, on avait déjà beaucoup de contacts en commun, mais vous voyez le genre, sa discussion était ponctuée de sorties relevées du style « Tu me rends un service, je te rendrai un service, tu vois ?» Pareil, ça aussi j'en ai... Je sais plus c'était quelle convention. Tu manges tranquillement et tu fais « Hey gros, je te rends un service, tu me rends un service, mais... Non, tu dis non, non. Si tu me rends un service sans l'intention que je te rende un service, peut-être que je te rendrai un service un jour. Mais comme ça, non. Et là, il a pas compris. Pourtant, c'est facile, hein. Florent Pagny. Savoir donner sans rien attendre en retour. Si ce n'est... Savoir donner sans rien attendre en retour, si ce n'est les traces du plaisir. Si ce n'est... Oui, c'est ça, c'est ça. Bref. Et quand il apprendra à donner sans rien attendre en retour, eh ben je donnerai à mon tour sans rien attendre en retour. Et généralement, les mecs qui arrivent comme ça, dans ma tête, c'est case fils de pute. C'est direct. Oui, je vois bien. J'ai entendu la même phrase dans un film, laquelle était-ce? Ah oui, Le Parrain. Assez rapidement, il a commencé à médire sur un tel ou un tel, avec parfois une agressivité dans la voix. Ce genre de profil peut avoir une position clé dans le milieu. Ma conclusion, il y a de véritables créatifs pleins de bonne volonté. Pour les reconnaître, il faut se concentrer sur ceux qui tentent réellement d'apporter quelque chose et non sur ceux qui se contentent de surfer sur toutes les pirouettes et des gesticulations à la mode. Éloignez-vous des recommandations et des caméos et vous découvrirez les abysses de YouTube des petites chaînes de gens passionnés et passionnants, sur qui les jeux d'influence n'ont encore pas de prise. Vous pouvez apporter vos propres témoignages en commentaire. Une seule règle, anonymisez tout, soyez digne. Nous sommes là pour partager des expériences et non salir des gens. Les faits présentés ici sont bien réels, mais pour respecter l'anonymat, le lieu, les dates et les caractéristiques des personnes ont été changées. Encore une fois, c'est un excellent chapitre que des aventures du petit Thomas. C'était la trilogie du samedi sur Dali Bourdin. Je suis psychodélique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Bye.